Bonsoir, salam alaikum, mes zulfilaouen, marhaba bikoum. Microscope de ce 13 décembre sera consacré donc à la Syrie. Syrie, des milliers de Syriens dans les rues pour fêter la victoire de la révolution. Jumu'at al-Nasr fut appelé. Donc ce vendredi, des milliers de Syriens sont descendus ce vendredi. Donc dans les rues à travers le pays, répondant à l'appel du chef de la coalition armée qui a pris le pouvoir à Damas, Abu Mohamed al-Joulani, pour fêter la victoire de la révolution après la chute dimanche dernier du régime de Bachar el-Assad. Je veux féliciter le peuple syrien pour la victoire de la révolution, et je les appelle à descendre dans les rues pour exprimer leur joie, a déclaré M. Joulani, qui se fait appeler désormais de son vrai nom, Ahmed al-Shara'. Nous allons donc revenir à cette victoire, à ces fêtes aujourd'hui, pour poser quelques questions justement, pour se poser quelques questions avec nos invités sur la Syrie, l'avenir de la Syrie et l'actualité aussi. Et pour en parler, je pense que j'ai avec moi Hassan Hirsch, docteur en sciences politiques, analyste en sciences économiques et analyste politique. Hassan Hirsch, bonsoir. Bonsoir Hossein, bonsoir à tes invités, bonsoir aux téléspectateurs et bonsoir à tous tes invités. Merci Hassan Hirsch, bienvenue. Avec nous aussi Lies Djebaili, économiste et militant politique. Lies Djebaili, bonsoir. Bonsoir Hossein, merci pour l'invitation. Bonsoir aussi à notre ami Hassan et toute l'équipe d'El Maralibia. Encore merci pour l'invitation. Merci, marhaba bik. Hassan Hirsch, alors c'est la fête en Syrie, c'est la fête un peu partout dans le pays aujourd'hui. C'est le vendredi de la victoire, Jumu'at al-Nasr. Les Syriens sont contents, et nous sommes contents avec eux. Tous les peuples, j'allais dire, de toute la planète sont contents justement pour la Syrie. La chute d'une dictature, ce n'est pas rien. Et il suffit de lire un peu ce qui s'est passé durant ces 45 ans du règne de la famille de Hafez ou de Assad en général. Hassan Hirsch, un mot peut-être avant de commencer les détails. Écoutez, nous sommes contents avec le peuple syrien qui est effectivement la chute d'une dictature qui a duré plus de 50 ans, et c'est une véritable révolution. Maintenant, je pense qu'on va en parler évidemment. Les choses ne sont pas terminées, bien au contraire. C'est une première étape, et nous savons que de par le monde et par l'histoire, que très peu de révolutions ont réussi. Beaucoup de révolutions ont abouti à d'autres dictatures, et donc j'espère que la Syrie sera préservée malheureusement de cette possibilité que nous avons connue un peu partout, en Afrique, en Asie, en Europe, en Amérique. Chaque fois qu'un peuple se soulève et qui se débarrasse d'un tyran, d'autres tyrans viennent après. Et donc tout ça, c'est des leçons, et qui ne sont pas des leçons uniquement pour le peuple syrien, qui, j'espère, pourra s'en sortir, mais c'est des leçons pour nous tous, pour le monde entier, pour tous les peuples. Et il faut préserver, en tout cas, ce peuple syrien qui s'est battu, qui a souffert. Et je pense que nous allons revenir d'un point de vue historique, parce que ce qui a aussi emporté la Syrie, c'est aussi l'idéologie qui a été mise en place depuis les années 30, voire même les années 20, la construction du panarabisme, et donc une espèce d'orgueil national, une espèce aussi d'orientation ethnique aux dépens des intérêts des Syriens, qui est un pays pluriel, où il y a des Kurdes, des Assyriens, des Druzes, des chrétiens, des musulmans sunnites, chiites, il y a des Araméens, des Chaldéens. Donc un peuple pluriel qu'on a voulu mettre sous la bannière arabiste, parce qu'il y a eu la création du parti Ba'ath par Michel Aflaq, et ceci a conduit évidemment à la négation de toutes les cultures, de toutes les langues, à la négation de l'histoire de ce pays, et aussi
à la rupture entre les peuples, entre les différents peuples, et parce que la majorité ont été écrasés par les Alaouites qui ont pris le pouvoir. Et malheureusement, nous assistons à cet état de fait un peu partout, en Afrique du Nord, au Proche Moyen-Orient, en Europe aussi, un peu partout, en Amérique. Et j'espère que cette fois-ci, le peuple syrien va retrouver sa sérénité. Ils ont déjà commencé à changer le drapeau, ce qui est un signe évidemment de ralliement à une nouvelle idée, à une nouvelle Syrie. Et je leur souhaite beaucoup de bonheur, de succès. Et je pense que nous allons parler de différents détails. Aujourd'hui, la Syrie, malheureusement, n'a pas toutes les cartes entre ses mains. Le peuple syrien est l'otage de luttes de puissance. Israël, la Turquie, les États-Unis, la Russie, les Émirats arabes unis, l'Arabie saoudite, l'Égypte, tous veulent mettre la main sur ce pays meurtri et tous, évidemment, veulent tirer profit de ce pays qui se libère de la tyrannie. Et nous espérons, évidemment, que les enjeux géopolitiques ne viendront pas perturber cette fête, ne viendront pas empêcher, justement, un avenir qui sera pris par les Syriens eux-mêmes, que le destin soit le résultat des décisions des Syriens eux-mêmes, qui règlent le problème eux-mêmes, mais on voit que les Turcs sont là, que les Israéliens sont là, et que les Russes sont également là, les Américains, et qui cherchent à dépecer d'une façon ou d'une autre ce pays, ce beau pays, et qui cherchent à prendre ses richesses, parce que c'est un pays qui était riche et qui aurait pu devenir encore beaucoup plus riche si la dynastie alaouite avait respecté les différents peuples de ce pays-là, de cette région-là. Hassan Herj, en fait, j'ai un problème de son, donc j'étais en train de vous parler, mais apparemment, vous ne m'entendez pas, je ne sais pas. Lies Djubaili, est-ce que vous m'entendez? Je m'entends très bien, Hussein. Ah, très bien. Djubaili, alors, nous allons ensemble regarder cette petite vidéo et je reviens. Djubaili, une petite réaction donc, par rapport à ce vendredi, à cette fête de la victoire. Écoutez, tout d'abord, personnellement, je félicite et je me réjouis de la grande victoire de la résistance syrienne. Je pèse mes mots, il faut utiliser les mots dans leur place parce que c'est très important. Donc c'est la victoire de la résistance syrienne, c'est la victoire d'un peuple qui se veut résistant, un peuple qui est résilient, résistant et qui a souffert depuis plus de 50 ans par un régime qui a généré plus de 500 000 morts. C'est un peuple qui va se surpasser parce que c'est un peuple qui a toujours vécu qui a toujours mis le vivre ensemble comme critère de vie entre toutes les couches de société confessionnelles. C'est un pays multiculturel, multiconfessionnel. Vous avez des Druzes, vous avez des chrétiens, vous avez des sunnites, vous avez des alaouites dans le côté de l'ouest de la Syrie, l'attaquer. Mais ils ont toujours vécu, je veux dire, en harmonie. Malheureusement, ils étaient sous une dictature d'une dynastie, d'une famille dont le pouvoir a été transmis de père en fils. C'est la famille alaouite, les Assad, qui ont régné sur cette Syrie depuis 1970, plus de 50 ans. Donc, c'est une première étape. C'est une première étape, il faut la féliciter.
moi, en tant qu'Algérien, et je crois à la liberté et la militance de tous les peuples qui veulent recouvrer leur souveraineté et leur liberté, de faire très attention, parce que la première étape, c'est une étape festive. La victoire, elle est acquise sur le terrain, peu importe comment elle a été acquise. Parce que c'est vrai, des fois, on peut s'interroger sur la façon comment elle a été acquise, cette victoire, mais en tout cas, le résultat, il est là. Le peuple syrien, il est en liesse, il célèbre sa victoire, mais il faut qu'il fasse très, très attention, c'est normal, parce que la Syrie, qu'on le veuille ou non, c'est un grand pays, une grande nation incluse au Moyen-Orient, et qui peut être aussi le jeu de certaines puissances. Ça peut être, oui, tout à fait, les puissances, il faut le dire, les puissances, la Turquie, les États-Unis. Donc, voilà. Donc, ce régime, il est parti. J'espère qu'ils vont réussir surtout la période de transition. Parce que la période de transition va nous donner une lecture de la Syrie de demain. Donc, moi, j'y crois à leur capacité aussi. Leur capacité, parce que c'est un peuple qui est réputé par sa sagesse, par sa retenue, par sa résilience, par sa résistance. Il a reçu les coups, il résiste. Mais maintenant, la Syrie doit être construite que par les Syriens. Il faut qu'ils fassent très attention parce qu'on voit de tout. On voit que toutes les nations essaient de se positionner ou de se repositionner ou faire avancer leur pion. Mais je pense que la Syrie, le peuple syrien en est capable. Tout à l'heure, j'ai vu que l'Union européenne veut ouvrir un canal de communication au niveau opérationnel avec l'équipe dirigeante, hein, je pense, qui va diriger la Syrie. Donc c'est une période très difficile. Il faut la gérer avec sagesse, tout en faisant très attention aux revendications du peuple, parce que le peuple, il ne faut pas qu'il retombe aussi sous une autre forme de dictature. Le peuple, je pense, à mon avis, tous les peuples du monde, peu importe leur obédience, ils cherchent la démocratie, la liberté d'expression, la liberté d'entreprendre, la liberté de déplacer, la liberté du culte. Donc tout ça, dans une grande Syrie multiconfessionnelle et multiculturelle, il faut que cette Syrie d'aujourd'hui nous donne au monde qu'ils sont capables de se surpasser et de construire une grande Syrie. Donc, première étape franchie, très bien. Maintenant, ce sont les étapes qui vont venir. Donc, je pense que le peuple syrien est au courant que quelque part, que son pays peut être instrumentalisé. C'est à eux de faire très attention. C'est pas nous. Nous, ce que nous souhaitons, c'est que ce peuple, grand peuple, parce que c'est un peuple frère, nous partageons une culture avec ce peuple-là sur pas mal de choses. Donc, nous leur souhaitons toute la réussite et nous suivons en tant que peuple algérien, en tant que membre de l'opposition algérienne, nous suivons de près ou de loin ce qui se passe en Syrie. Il y a des choses qui sont bizarres, il faut les décortiquer, il faut les analyser. Pourquoi cette victoire a été tellement acquise en 12 jours? Que s'est-il passé? 50 ans de dictature dure. Bachar el-Assad, il a perdu depuis 2011 100 000 hommes de son armée, mais il a fallu 12 jours pour que la résistance mette à bout d'un régime de 50 ans. C'est une leçon donc on doit suivre et puis on verra par la suite. En tout cas, tout est positif jusqu'à maintenant. Il faut rester sur cette dynamique. Voilà. Yes, connaît-il justement de quelques régimes justement ou du grand choc qui a atteint quelques capitales? Surtout, je parle un peu des régimes similaires, hein, chez nous un peu dans la région. Ils étaient surpris par cette chute? Je pense aussi, ceux qui étaient surpris, c'est le peuple et nous, les journalistes. Mais au niveau de la géopolitique, de la géostratégie de très haut niveau, je pense qu'ils n'étaient pas surpris parce que la dernière réunion à Astana, où toutes les puissances qui opèrent en Syrie, la Russie, le Qatar, la Turquie, ils étaient là, ils étaient présents. Donc forcément, ils savaient
il s'attendait à la chute du régime, sachant que, la chute du régime, il faut l'analyser dans sa globalité, dans son ensemble. Premièrement, ce sont les sanctions économiques. Les sanctions économiques en Syrie, c'est-à-dire, et surtout sur ces richesses énergétiques qui permettaient de couvrir 90% des besoins de la Syrie. Forcément, donc, les sanctions économiques sont terribles. Le seuil de degré de pauvreté, 90% de la population syrienne qui vit en dessous du degré de pauvreté. Une armée de Assad carrément aux abois parce que mal équipée, mal payée quasiment, et qui s'est rendu compte qu'il travaillait que pour un régime, forcément. Une résistance qui a commencé un petit peu à mettre en place ses forces, qui est appuyée par des puissances étrangères, il faut dire les choses aussi, les puissances avoisinantes. Voilà, pour moi aussi, peut-être 3 puissances qui ont opéré. La Turquie, parce qu'elle ne veut pas d'un Kurdistan syrien libre, parce que c'est le fief du Kurde des Syriens, et qui est limitrophe au Kurdistan irakien, qui est considéré comme une région autonome très riche en pétrole, dans la capitale Erbil. Donc tout ça, et en plus aussi, il y a une contention entre Erdogan et Bachar al-Assad, parce que aussi Bachar al-Assad, c'est un sanguinaire, il faut le dire, qu'il a gazé les populations, qu'il a emprisonné des centaines de milliers d'opposants, viol de masse dans les prisons, torture en masse dans les prisons, voilà. Et en plus de ça, après le 7 octobre, après l'intervention d'Israël au Liban, le Hezbollah, il a été complètement, entre guillemets, les forces du Hezbollah ont été touchées, et surtout son chef spirituel et son guide Nasrallah, il a été tué, et aussi toute l'intelligentsia intellectuelle, opérationnelle de Hezbollah ont été tués par des Vipers, ce qu'on appelle à distance. Donc quasiment la classe opérationnelle de Hezbollah et ses milices qui appuyaient le régime de Bachar al-Assad a été aussi anéanti, il faut dire les choses, par Israël. Israël se positionne, Israël essaie de revendiquer son autorité sur l'intégrité territoriale du Golan. Est-ce que l'annexion, moi j'ai entendu, après je ne sais pas, que Netanyahou il disait que l'annexion du Golan elle est définitive. Est-ce qu'Israël veut profiter un petit peu de cette de la chute de Bachar al-Assad pour positionner ses pions et pour revendiquer un territoire pour garantir sa survie? Les États-Unis, les champs pétrolifères, il faut savoir que les États-Unis aussi, s'ils sont en Syrie, même si c'est une relation secondaire pour eux, mais c'est pour travailler Israël. Quant à la Turquie, c'est aussi c'est ce qui l'intéresse, c'est que le Kurdistan syrien ne soit pas autonome. En tout cas, il faut que le Syrien fasse très attention à la préservation de l'intégrité territoriale syrienne. J'ai entendu 2 factions, HTS et UFDP, 2 factions syriennes qui sont pour l'intégrité territoriale, qui travaillent ensemble. C'est une bonne chose. Maintenant, c'est une bonne chose. Mais attention, la construction de la démocratie est un long parcours, est un très, 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 très long parcours. Il faut que toutes les couches de société, toutes les confessions qui représentent cette Syrie doivent être représentées et doivent aussi s'impliquer dans la construction de la Syrie de demain. C'est vrai, l'équation est très, très complexe. En tout cas, il faut positiver les choses. Il faut croiser les doigts. Inch'Allah, en tout cas pour la Syrie, il faut que ça soit une construction sereine pour leur patrie.
L'Irak aussi, je ne pense pas que la Syrie retombe dans le même cas de l'Irak. Après, peut-être, il y a des similitudes, oui ou non, je ne sais pas, je ne suis pas un expert. 2003, l'Irak a été partitionné, était vraiment un grand problème ethnique au sein de l'Irak entre le Bassora, le chiisme et la petite de Fallujah de Saddam Hussein qui est sunnite, et à l'intervention des Américains qui n'ont pas voulu pacifier ce pays, on a vu. Nous avons vu les attentats et malgré cela, il faut dire les choses, Hussein, que l'Irak, il est en train de se reconstruire, que les choses s'apaisent en Irak, que rien n'est perdu, que tôt ou tard, que ces pays du Grand Moyen-Orient soient des pays phares pour la démocratie, surtout pour les pays, pour les sociétés arabo-musulmanes. Merci, Alias. Hassan Hirsch, je reviens après ces deux vidéos. يا حبيبي انا سمعت المشهد اول مره وهلا راح تسمعوا وقت اكثر شباب اللي تحت زكاتكم ما حدا صبري مع الشباب والله انا بحبكم والله العظيم انتوا اخواتنا وتاج راسنا وانتوا ترى تاج على راسنا احنا جايين هون Hassan Hirsch, à Damas, c'est la fête, à Alger, c'est la crainte, c'est les inquiétudes, c'est des questionnements. La presse d'Alger se pose des questions, énormément de questions sur l'avenir de cette révolution, de cette victoire. Pourquoi, Hassan Hirsch, de quoi a-t-on peur à Alger? Est-ce que c'est l'effet domino qui fait rage un peu partout, d'ailleurs, dans les capitales arabes en ce moment? Écoutez, il y a plusieurs pistes évidemment de réflexion autour d'une telle question qui n'a pas de réponse en réalité. D'abord, il faut savoir que là, en regardant ces images, l'Algérien, évidemment, tout de suite peut être saisi d'émotion et se rappeler le Hirak, parce qu'il y avait autant de monde dans les rues d'Alger, dans les rues de toutes les wilayas d'Algérie, pour justement réclamer le départ de Bouteflika et réclamer aussi un processus démocratique. Donc là, en l'occurrence, on peut avoir effectivement des craintes à Alger, pas seulement au niveau du pouvoir, mais aussi au niveau du peuple algérien. Pourquoi? Parce que tout simplement, il y a une puissance maléfique à côté de la Syrie. On sait très bien que, vous avez posé la question tout à l'heure, comment ça se fait que ça s'est précipité en 11 ou 12 jours, qu'une dictature qui a tenu plus de 50 ans s'écroule comme ça en très peu de temps. Il faut savoir qu'il y a un travail qui est fait depuis pratiquement 2011 par les adversaires, voire les ennemis de la Syrie. Et depuis que Israël s'est attaqué au Liban pour anéantir le Hezbollah, il faut savoir que les services de renseignement de tous les pays se sont dit, à moins de fermer les yeux, d'être complètement autistes, se sont dit que si Israël s'attaque au Hezbollah et qu'il veut rayer de la carte le Hezbollah, il faut aussi fermer la route des approvisionnements en armes, en munitions et en argent qui venaient d'Iran à travers l'Irak et la Syrie. Et donc là, Israël a sûrement été pour beaucoup dans cette précipitation parce qu'après avoir vaincu le Hezbollah, il sait très bien qu'il peut ressusciter si d'aventure l'Iran avait toujours accès pour lui fournir des armes, des munitions, de l'argent et peut-être même des hommes. Donc, à partir de ce moment-là, évidemment, il fallait que les choses aillent très très vite avant que ne se reconstituent les réseaux. Et je pense donc qu'il devait y avoir un deal entre
les Russes, les Turcs et les Américains, les Israéliens bien évidemment, à savoir que les Américains pourraient accepter une paix en Ukraine qui serait donc dans l'avantage des Russes, à condition qu'ils ferment plus ou moins les yeux en Syrie. Et on a vu d'ailleurs qu'il y a eu juste un petit baroud d'honneur, un petit bombardement des Russes par rapport justement aux forces qui étaient en train de déferler vers Damas, mais qui n'ont pas mis le paquet. Si les Russes avaient voulu stopper cette avancée-là, évidemment, ils avaient les moyens, puisqu'ils avaient deux bases, notamment une base aérienne, et on sait très bien que ceux qui ont déferlé avec HTS et n'avaient pas de moyens aériens. Donc il était tout à fait possible pour les Russes de les stopper. Ça n'a pas été fait, donc il n'est pas du tout impossible de mon point de vue, et je ne suis pas le seul à réfléchir dans ce sens-là, il n'est pas impossible qu'il y ait eu un deal entre les Américains et les Russes d'un côté, et puis les Israéliens, les Turcs de l'autre, à savoir essayer de réduire les prétentions des Kurdes et permettre aussi à Israël de venir par le sud, d'occuper non seulement définitivement le Golan, mais aussi de s'avancer à, semble-t-il, à une vingtaine de kilomètres de Damas, ce qui évidemment préfigure un avenir plutôt sombre de ce côté-là. Donc, quand on voit ces enjeux géopolitiques et qu'on voit que l'alliance avec les Turcs, l'alliance avec les Russes, ce n'est pas forcément une alliance fiable, donc il y a lieu de s'inquiéter autour, évidemment, des pays qui ont comme allié la Russie. Et en l'occurrence, effectivement, l'Algérie fait partie de ces pays-là, l'Iran aussi. Donc il faut craindre d'abord pour l'Iran, et puis pour l'Algérie, parce que tout simplement, il y a le ventre mou qui est constitué par la Libye, et puis par le Sahel, où dans les deux cas on retrouve Wagner, et on retrouve toutes les forces qui ont précipité la chute de Bachar el-Assad, à savoir qu'il y a des Américains, qu'il y a des Russes, des Turcs, des Émirats arabes unis, les Saoudiens, ainsi de suite. Et c'est les mêmes forces qui ont agi aussi au Soudan, et qui sont encore au Soudan. Aujourd'hui, il y a des pourparlers avec les Émirats et la Turquie pour voir qu'est-ce qui peut éventuellement être négocié pour que le Soudan retrouve à minima la paix. Mais on sait très bien que ces puissances-là, évidemment, n'ont pas de sentiments. Ils sont là pour défendre leurs intérêts, à la fois économiques, stratégiques et militaires. Et donc, évidemment, il ne faut pas se réjouir que le gouvernement algérien soit en difficulté, parce que dans cette configuration-là, il peut avoir une déflagration, et on sait très bien que ceux qui ont agi sont encore une fois au Maroc, dans le Sahel et en Libye, évidemment aussi en Méditerranée. Donc, pour répondre à ta question de façon sincère, oui, et le régime algérien peut avoir peur d'une révolte, peut avoir peur éventuellement d'une ingérence étrangère, mais le peuple algérien aussi peut avoir peur, parce que malheureusement, ces pays-là, ces puissances-là ne travaillent pas pour les intérêts des peuples, ne travaillent pas pour l'intérêt des Syriens ou pour l'intérêt des Algériens, encore moins on le voit pour les Libyens, les Soudanais et tous les pays qui sont en difficulté. Ils travaillent pour eux-mêmes, ils essayent de mettre main basse sur les richesses de ces pays, et
rien ne les arrêtera, surtout pas les slogans, surtout pas le genre de slogan de pays frères, de pays amis, etc. Tout ça n'a aucun sens. On voit que ce qu'on appelle la nation arabe depuis que ça a été inventé par Michel Aflaq et Chekib Arslan, qui avait même créé le fameux journal qui s'appelle Nation arabe à Genève et auquel ont versé des nationalistes algériens comme Messali Hadj, mais aussi des Marocains et des Tunisiens, et qui ont fait de l'Afrique du Nord une entité du pays, de cette nation arabe. On voit bien le résultat. Le résultat est absolument catastrophique. Donc il faut sortir de ces idéologies, il faut sortir des orgueils nationaux, il faut aller vers l'intérêt national bien compris, agir dossier par dossier et arrêter de croire qu'on a des alliés, arrêter de croire qu'on a des pays frères. On voit très bien que à tout moment, on peut avoir un couteau dans le dos, et donc il faut être absolument vigilant. Il faut que le pouvoir algérien prenne conscience de cela, retrouve, retrouve la sérénité, fasse des gestes concrets, généreux envers le peuple algérien pour construire une démocratie plurielle, pour respecter toutes les variantes de ce pays-là. Oui. Je ne sais pas si vous m'entendez ou pas, M. Herj. Hassan Herj. Oui. Oui, je disais que pourquoi justement le régime algérien ne profite pas d'une situation pareille pour essayer justement de dialoguer, de changer les choses sereinement, dans la transparence, pacifiquement, aller dans un dialogue serein et ouvert. Pourquoi on va dans l'autre sens, dans le sens de parler de la propagande, des menaces? Il suffit de lire l'édito de Moudjahed, de l'expression Le Soir d'Algérie, pour comprendre que le discours à Alger aujourd'hui, du moins dans les couloirs du palais, c'est de dire que ce n'est pas l'opposition syrienne qui mène la danse, c'est plutôt des groupes terroristes financés par la Turquie, etc. Preuve au nez, il n'y a pas d'opposition, il n'y a pas d'opposant politique connu. Pourquoi aller dans ce terrain au lieu d'aller dans un terrain qui est plus simple? C'est celui de s'asseoir autour d'une table. C'est une bonne question parce que le régime syrien non plus n'a pas pris la leçon quand l'Irak a subi le même sort, la chute de Saddam Hussein et puis l'éclatement, l'implosion de ce pays qui était un pays puissant, qui était un pays industriel, qui était un pays qui avait une économie solide. Donc la Syrie n'avait pas pris de leçons et j'espère qu'en Algérie, les forces rétrogrades, les forces qui sont autistes et qui ne voient pas justement la fragilité de tous les pays qui justement sont, comment dire, dans un système autoritaire, de dictature, dans un système fermé, etc., aboutissent malheureusement à de grosses difficultés et à des chamboulements énormes. Et donc, j'ose espérer que, on va prendre conscience que ce qui arrive à ces pays-là peut arriver à n'importe quel pays. On a vu aussi ce qui est arrivé au Venezuela. Et 2, quand il faut éviter de sortir de l'idéologie panarabiste pour aller vers l'idéologie panislamiste et qu'il faut aller plutôt vers la démocratie, qu'il faut aller vers le respect des cultures, des langues, des spécificités, etc., du peuple dans toutes ses composantes pour qu'il y ait une cohésion nationale parce qu'aucune armée, nous l'avons vu malheureusement en URSS, nous l'avons vu au Venezuela, nous l'avons vu en Irak, nous l'avons vu en Yougoslavie, nous l'avons vu maintenant en Syrie. Aucune armée ne peut résister à des affrontements sans
la participation du peuple, sans la cohésion du peuple, sans le respect du peuple. Donc il appartient aujourd'hui aux dirigeants algériens de réfléchir, de tendre la main. Évidemment, ce n'est pas du jour au lendemain. Tout ça demande du travail, tout ça demande de la réflexion, tout ça demande des contacts. Il y a une opposition évidemment responsable et il faut dialoguer avec eux, et il faut échanger avec eux, il faut entrevoir des solutions avec les opposants. Et je pense que les Algériens sont suffisamment conscients et intelligents pour voir que le danger, malheureusement, n'est pas à écarter et que tout autour de nous, c'est une instabilité. Et puis, à long terme, parce que aujourd'hui, nous sommes confrontés quand même déjà à une problématique très importante, à savoir la course aux armements. Il faut dire que aussi bien Israël, aussi bien que les Américains, les Russes, les Turcs, n'utilisent pas seulement, une déstabilisation immédiate, n'utilisent pas seulement une force d'occupation immédiate, mais utilisent aussi l'usure à long terme, c'est-à-dire empêcher les pays qui sont dans leur ligne de mire, empêcher ces pays de se développer en leur imposant des tensions politiques et géopolitiques, aussi bien au niveau interne qu'externe, et ils vont s'user au fur et à mesure en consacrant l'essentiel de leur budget dans l'armement. Et on a vu que malheureusement, même la plus grande puissance de cette planète à l'époque, l'URSS, n'a pas survécu, n'a pas résisté justement à cette politique que lui a imposée l'Amérique, à savoir la course aux armements, le budget réservé au parti unique, à l'idéologie unique, l'argent réservé unique à un pouvoir paranoïaque, à un pouvoir psychorigide, et qui a abouti à l'effondrement, encore une fois, de ce pays immense, le plus grand pays de la planète, la plus grande puissance de la planète. Et malheureusement, aujourd'hui, ils ne sont pas encore au bout du tunnel, parce qu'on a vu comment les Américains leur ont imposé la guerre. Merci Hassan Harouche. Elias Djebaili, pourquoi donc, de quoi a-t-on peur Elias Djebaili, vous Oui, c'est m'entendez? bon. Oui, c'est bon. Je t'entends, Hussein, c'est bon. Je disais, de quoi a-t-on peur à Alger, justement, quand on voit ces changements, ces révolutions? Il faut analyser en dehors de l'idéologie, si on veut analyser les relations entre la Syrie et l'Algérie. Il faut sortir de cette idéologie parce qu'il y a le panaramisme, parce qu'il y a l'islamisme. Non. Non, je pense tout d'abord, il faut raisonner en dehors des idéologies pour pouvoir un petit peu faire une analyse très fine. La Syrie pour l'Algérie est son allié le plus solide au Moyen-Orient. C'est des relations qui remontent depuis quasiment 60 ans, c'est des relations très fortes. L'Algérie a toujours soutenu la Syrie, l'Algérie a toujours voulu imposer la Syrie quand elle a été exclue de la Ligue arabe, de la réintégrer. Il y a des relations, on va dire aussi, quelque part aussi historiques. Sachant que Emir Abdelkader, quand il est parti en Syrie, quelque part, il est parti avec des Algériens, et le Premier ministre aussi syrien était d'origine algérienne. Voilà, le Premier ministre syrien était d'origine algérienne. Il y a des relations historiques forcément fraternelles en dehors de l'idéologie. Peut-être, certes, il y a une certaine idéologie qui converge les deux, mais quelque part, il y a des relations fortes entre ces deux pays. Et la Syrie considère l'Algérie
comme son allié le plus fiable en Afrique du Nord. Et c'est ça. Il y a des similitudes, il y a des points de convergence, mais par contre, l'architecture de la politique algérienne, elle est différente que celle de la Syrie. Malgré, il faut dire les choses, que l'Algérie aussi, c'est une autocratie, c'est un régime aussi qui opprime, qui met des opposants en prison, qui confisque la liberté d'expression. Par contre, la Syrie, c'est une intensité beaucoup plus forte que cela. Mais en tout cas, le régime algérien, le pouvoir algérien, il voit d'un mauvais œil la chute du régime Bachar el-Assad. Oui, tout à fait, il le voit parce que maintenant, il considère que c'est l'instrumentalisation. Certes, peut-être c'est vrai, mais il faut qu'il comprenne une chose, que toute la force revient au peuple. C'est le peuple qui décide. C'est quand vous opprimez votre peuple et tôt ou tard, ça se retourne contre soi. En 13 ans, Bachar el-Assad, qu'il était appuyé par les chancelleries occidentales, il avait 13 ans pour pacifier le pays et pour, ouvrir le champ démocratique. Il avait 13 ans, vous vous rendez compte, 13 ans pour pacifier le pays, pour appeler les réfugiés, les exilés de l'extérieur de revenir construire cette Syrie, même les exilés de l'intérieur, ouvrir les champs démocratiques, le multipartisme, remettre la démocratie au cœur du pouvoir syrien. Ce qui est bizarre, c'est que, en fait, Bachar el-Assad... À la fin de l'émission, quelle leçon justement pour Alger, pour l'Algérie? Je pense que la leçon pour le pouvoir algérien, c'est ouvrir le champ démocratique. Il n'y a pas d'autre solution. On ne peut pas réprimer, on ne peut pas confisquer toute une liberté d'un peuple. On ne peut pas laisser un peuple otage. On ne peut pas le priver de sa liberté. On ne peut pas le priver de sa liberté d'expression. On ne peut pas le priver de sa démocratie. On ne peut pas le priver de décider de son avenir, de son destin, de faire participer. Il faut une responsabilité. Le régime, il est responsable. Il faut remettre la démocratie au cœur du jeu politique en Algérie. Il faut ouvrir les champs démocratiques. Il faut un référendum d'initiative citoyenne. Il faut que tous les citoyens participent à la construction de leur pays. Il faut que les militaires, pas l'armée, il faut que les généraux comprennent, il faut qu'ils se retirent du champ politique. C'est très important de s'occuper que de l'intégrité territoriale. C'est ça leur prérogative. Et de rendre un État civil. Il faut que l'Algérie devienne un État civil. La confiscation, l'oppression d'un peuple ne peut pas durer. Regardez ce régime d'Assad qui était puissamment soutenu et par des vrais puissants, il s'est effondré comme un château de cartes. Donc il faut aussi reposer la question, Houssine, des alliances. La Russie qui était un allié traditionnel, historique de la Syrie, depuis l'Union soviétique. Regardez, il faut savoir que la Russie n'a rien fait en Syrie. Elle n'est intervenue qu'en 2015 avec une couverture aérienne. Et maintenant, comme ils sont pris par le front ukrainien, ils ont complètement abandonné. Et pour faire bonne figure, ils ont accordé l'asile politique pour des raisons humanitaires. Pour vous dire que les alliances, il faut les reconfigurer parce qu'il n'y a pas frère, il n'y a pas sœur, il n'y a rien. C'est des intérêts qui priment. Il faut aussi remettre la démocratie au cœur de la politique algérienne. Il faut libérer tous les détenus d'opinion, quel que soit leur courant, il faut les libérer. Il faut aussi donner la confiance au peuple. Il faut recoudre cette confiance qui a été consommée entre le peuple et le pouvoir. Donc il est devant ses responsabilités. Vous savez, Hussein, moi je suis qu'un simple citoyen, je suis pas un truc. Je pense que le pouvoir, il doit y avoir au sein du pouvoir des gens qui vont réfléchir ce qui s'est passé en Syrie. Donc c'est très important. Nous voulons une Algérie sereine, pacifique, unie, plurielle, une Algérie de demain démocratique avec la préservation de l'intégrité territoriale de notre pays, mais avec un peuple aussi libéré, avec un peuple qui est libre,
qui est démocrate, qui entreprend ce qu'il veut chez lui dans son pays et qui n'est pas sous le joug de l'arbitraire et de l'emprisonnement. Merci, Elias Djibeli. Hassan Hirosh, un dernier mot, Hassan Hirosh, on arrive bientôt à la fin. Deux derniers mots, si vous permettez, Fassine. Le premier, c'est pour rappeler à mon ami Elias que la réintégration de la Syrie dans la Ligue arabe, effectivement, l'Algérie a tout fait pour que ça advienne, mais que c'est l'Arabie saoudite, alors que l'Algérie avait la présidence, c'est l'Arabie saoudite qui a réintégré la Syrie dans la Ligue arabe en l'absence même de l'Algérie. L'Algérie n'y a pas été invitée. Et donc la Syrie n'a pas hésité à accepter cet état de fait de l'Arabie saoudite, alors que justement son allié supposé, c'était l'Algérie. C'est vous dire que tous ces histoires de pays frères, de pays arabes, de monde arabe, de notions arabes, c'est du pipeau, c'est fait pour endormir les peuples, et que la réalité, évidemment, est tout autre. Ça, c'est mon avant-dernier mot, Hossein. Mon dernier mot, moi, je suis convaincu qu'au sein du pouvoir, il y a encore des généraux Ben Hadid, Allah yarhamou, il y a encore beaucoup de gens censés et qui sont préoccupés par l'intérêt de l'Algérie et pas par l'orgueil de l'Algérie, pas par les idéologies qu'on nous a servi depuis 1962 à ce jour, à savoir qu'on était d'abord, anticolonialiste, ensuite panarabiste, ensuite panislamiste, ensuite affairiste, ainsi de suite, je ne sais pas quoi encore, et qu'on avait des alliés qu'on mettait tout le temps en avant, l'Égypte, le monde arabe, etc., le front du refus, tout ça a abouti à un désastre. Aujourd'hui, il faut qu'on se replie sur nous-mêmes et qu'on travaille pour l'Algérie avec les Algériens, tous les Algériens, et je suis plutôt confiant, alors que je suis plutôt pessimiste pour la Syrie, qui est aujourd'hui entre les griffes de puissances étrangères impitoyables. Merci Hassan Hirosh. Merci. Merci à vous toutes et à tous.